Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui, tout l'amour à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Si vous êtes ici pour la toute première fois, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les plateformes audio. Et sur tous les réseaux sociaux, allez nous trouver, suivez-nous, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Salim, salut. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Ça va bien. Puis, il y a pas mal de choses à discuter. Il y a beaucoup de choses, en tout cas pour les mordus de politique. Évidemment, c'est une expression maintenant qui est quasiment consacrée à Radio-Canada. Mais oui, on ne peut pas la voler. Non, mais tu sais, on va faire des mordus, joutes, ce que tu veux, là, tu sais, ensemble avec tous les sujets qu'on a. C'est vraiment hyper passionnant. En tout cas, pour ceux qui aiment la politique, il y a beaucoup de choses. Évidemment, quand on est passionné de politique, on est passionné par les choses qu'on aime, ou en tout cas avec lesquelles on connecte, mais on est aussi passionné par les choses qu'on aime moins et dont on va discuter tantôt. Effectivement, c'était une semaine très occupée. On a parlé, la semaine passée, on a eu l'épisode avec Mario Roy, le dernier candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller revoir cet épisode-là. Mais la semaine d'avant, on parlait justement des résultats électoraux. Il y a eu une élection fédérale. Puis, on attendait tous voir un peu de quoi allait avoir l'air le nouveau conseil de ministre de M. Carney. On rappelle aux gens qui nous écoutent que il y avait tout ce climat de renouveau. Un nouveau chef, des nouveaux défis, les États-Unis, Donald Trump. On était tous dans le renouveau et tout le monde s'attendait à voir un air frais. Là. On va changer un peu, tourner la page, on met Justin Trudeau de côté, Mark Carney, c'est l'homme de la situation, etc. Puis je vais attendre ce que tu as à dire du nouveau cabinet parce que honnêtement, il y a du sang neuf. Les faits sont les faits. Il a amené du nouveau monde. Mais tu sais, le nouveau, là, on leur donnait les petits scraps. Là. Les gros ministères, c'est toujours la même gang de Justin Trudeau qui occupe ces postes-là. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Est-ce que M. Carney veut avoir un peu de stabilité dans son conseil de ministres, avoir des gens d'expérience qui ont géré des gros dossiers? Peut-être. En même temps, quand tu représentes ce renouveau, quand pendant toute la campagne, tu t'es séparé de Justin Trudeau parce que c'était la chose à faire, évidemment. C'était la stratégie de se dissocier de Justin Trudeau et de tout ce qu'il représentait. Mais tu ne peux pas revenir et remettre les mêmes personnes. Je trouve que c'est une erreur. C'est juste ça que je vais dire. Et je comprends le dilemme de vouloir des bonnes personnes d'expérience et en même temps de vouloir satisfaire, on ne va pas l'appeler une promesse, mais au moins l'image que tu projetais, que je suis une autre personne, c'est du nouveau, on rentre, on va s'occuper des affaires, on a des grandes responsabilités, et tu reviens avec les mêmes personnes. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu as à dire. Écoute, je vais te dire, il y a plusieurs choses, parce que il y a des choses, factuellement, ce que tu dis est vrai. Factuellement, tu sais, tu peux pas voir autre chose que ce que tu viens de dire, OK? Maintenant, il faut juste prendre un pas de recul et voir la chose d'une manière générale. C'est quand même le Parti libéral du Canada. C'est-à-dire, oui, d'accord, c'est plus Justin Trudeau qui en est à la tête, mais c'est le Parti libéral du Canada. Est-ce que tu prends tout ce qu'il y avait au Parti libéral du Canada, puis tu mets ça à la poubelle, tu changes ça comme ça du jour au lendemain, etc. Non, c'est des gens qui forment ce parti. Donc, à partir du... Tu sais, c'est les gens qui y sont, avec les idées qu'ils ont, avec les valeurs qui sont les leurs, qui font ce parti-là. Donc, à partir du moment où ces gens-là sont là, mais c'est un peu normal que de retrouver des gens qui étaient sous Trudeau, surtout que Trudeau, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est parti, parce que s'il était parti il y a 15 ans, puis qu'il y avait encore les mêmes, on pourrait le dire. Mais là, on n'est pas étonné. Autre chose, lorsque je crois, en tout cas c'est mon interprétation, ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que lorsque les Canadiens décident de réélire les libéraux à la tête du gouvernement, il y a aussi
il y a aussi une petite partie de ça qui s'explique par l'expérience. Il y a des Canadiens qui se sont dit, bon, ben regarde, je suis peut-être je suis peut-être fâché contre Justin Trudeau et son gouvernement, contre le PLC, mais dans le contexte actuel, on a besoin de personnes d'expérience et non pas des gens qui vont arriver puis vont commencer à tâtonner au début parce qu'ils doivent apprendre la job, etc. Ça existe. Je me souviens que crise économique de 2008, les Québécois ont voté pour l'expérience du gouvernement Charest pour passer à travers, tu sais. Donc, ça fait partir de la chose. Donc, de parvenir avec un certain nombre de ministres qui auraient été des ministres d'expérience, ça aurait été aussi de perdre un peu de cette force-là qui vient. Parce que ce qui a fait réélire le PLC, c'est Carney, mais c'est aussi l'expérience. Oui, c'est le contexte Trump. Il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Donc moi, le fait qu'il y ait des anciens, ça me perturbe pas. Maintenant, George, je vais te dire ce que je pense de la formation de ce Conseil des ministres. Je déteste l'expression anglaise cabinet, mais donc en bon français, c'est un Conseil des ministres. Honnêtement, l'exercice en tant que tel, pour moi, il est réussi. Il y a une zone d'ombre, je vais en parler, mais l'exercice en tant que tel est réussi. Il voulait incarner. Mark Carney voulait incarner. Mark Carney voulait incarner comment dire, un gouvernement économique. Honnêtement, quand tu vois là les 4-5 personnes de nature économique de son cabinet, je trouve que c'est quand même assez solide. On peut remettre en question certaines affaires, etc. Mais je trouve que avec l'expérience, la connaissance économique, oui, mais dans un contexte quand même de guerre tarifaire avec les États-Unis, avec des difficultés géopolitiques, etc. Je trouvais quand même que c'était pas si pire. Franchement, c'était pas si pire du tout. Je trouvais qu'il avait mis quand même des gens d'expérience à des bonnes places. Là-dessus, c'était très bien. Moi, je veux parler aussi de comment il a formé son gouvernement, son conseil des ministres. Oui, on va parler parce qu'il y a un peu de nouveau. C'est pas juste un conseil de ministres avec 30 ou 35 ministères. Il a jumelé un peu, tu sais, il a fait un système hybride canadien-américain, genre, et on a des ministres, puis on a des secrétaires d'État. Je pense que c'est la première fois que Non, ça existait, puis c'est une pratique qu'on a laissée de côté. Puis quand Justin Trudeau est arrivé en 2015, il avait dit, moi, il voulait la jouer un petit peu moderne, etc., mais ça n'a rien à voir avec moderne, pas moderne, là, mais tu sais, il avait dit, nous, on va mettre tous les mêmes ministres au même niveau, au même salaire, il n'y aura pas de ministre délégué non plus, ça va tous être des ministres en titre. Excuse-moi, en tout respect pour M. Trudeau, qui a fait ce qu'il a à faire, mais ça, franchement, c'était de la bullshit de marketing politique qui sert à rien. Ouais. Non. Moi, je trouve que c'est très bien ce que M. Carney a fait, puis c'est là pour moi où c'est réussi principalement. Parce que c'est des cabinets un peu plus juniors où tu permets la chance à des nouveaux de venir et prendre un peu l'expérience. Alors, il y a de ça, oui, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre l'expérience et qui vont grandir dans le gouvernement. En tout cas, j'imagine qu'il y a une partie de ça. Mais pour moi, c'est surtout que, d'abord, quand tu as 38 ministres, honnêtement, c'est trop. Tu dois réduire ça. Là, lui, il a réduit ça à 28 ministres. Donc, 28 ministres... Ça veut dire qu'il y a 28 personnes au gouvernement fédéral qui ont ce qu'on appelle un pouvoir de signature. Ouais. C'est eux les boss, si tu veux, du gouvernement. T'sais? Là, s'ajoute à ça des secrétaires d'État. Et les secrétaires d'État, dans notre système à nous, ils font partie du Conseil des ministres. Tu peux appeler un secrétaire d'État Monsieur le ministre. Ça se fait parce que c'est un statut quasi ministériel. T'sais? En fait, je dirais même, c'est un statut ministériel, c'est juste qu'il n'a pas le pouvoir de signature auprès des
fonctionnaire. Ça prend OK. le ministre, entre guillemets, senior, le ministre en titre, si tu veux. Ils peuvent déposer des projets de loi comme ministre? Absolument. Ils peuvent déposer des projets de loi. Ben, en passant, n'importe quel député, techniquement, peut déposer un projet de loi, mais au nom du gouvernement, oui, ils peuvent. Tout à fait. Mais alors, à quoi servent ces secrétaires d'État? En passant, dans certains autres pays, souvent, on dit c'est secrétaire d'État auprès de tel ministre. Ouais. En France, par exemple, quand tu es secrétaire d'État auprès du Premier ministre ou auprès du ministre de la Santé ou auprès de ceci. Bon, ici, tu veux pas te faire ça parce que tu veux pas froisser quelqu'un, tu veux pas qu'un collègue soit ton patron. Mais dans les faits, c'est ça parce que c'est lui c'est le ministre en titre qui a la signature, OK? Ouais. Fait que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que t'as pas besoin d'avoir 38 ministres avec 38 structures quand tu peux avoir 28 ministres et avoir des espèces, des secrétaires d'État bis qui sont comme une sorte de ministres bis là, qui viennent. Mais en fait, eux autres, ils sont là pour des missions spécifiques pour lesquelles le ministre en titre n'a pas le temps, pas parce que c'est pas important. D'ailleurs, c'est assez important pour avoir un secrétaire d'État. Mais n'a pas le temps parce que le ministère est beaucoup trop gros. Ouais. Donc, par exemple, quand tu as un ministre des Finances qui est aussi en charge du revenu national, ça c'est M. Champagne, il a avec lui un secrétaire d'État au revenu. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a le pouvoir de signature, c'est M. Champagne comme ministre des Finances et du Revenu. Mais celui qui va s'occuper de ça à temps plein, pour lui, s'appelle un secrétaire d'État. Et celui qui va s'occuper de ça au Parlement, ça va être un secrétaire parlementaire. Ouais. Moi, je trouve que, en revenant à ce modèle-là, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, il y a un downside, mais là, je vais quand même te laisser la parole. Ça fait 3, 4, 5 minutes là, que je parle. Non, j'ai aussi trouvé ça intéressant de restructurer un peu la façon que le Conseil des ministres fonctionne, d'enlever certaines responsabilités. T'enlèves pas des responsabilités, mais tu délègues des parties de certains ministères à d'autres personnes. Et moi, je trouve qu'en termes d'efficacité, ça va bien marcher. Le seul problème que j'avais, c'est que, bon, on a dit ce qu'on avait à dire durant la campagne, puis, regarde, on n'a aucune affiliation avec aucun parti au fédéral. Comme citoyen canadien qui a voté, je trouve que c'est juste que j'aurais beaucoup aimé voir des nouveaux visages. Moi, Chrystia Freeland, de retourner dans le Conseil des ministres, je comprends pas. Je me mets toujours dans la place du chef qui doit faire ces décisions-là, puis on s'entend, c'est pas une décision facile. Hein? Quand finalement, il y a 169 ou 170 députés, on va y revenir là, avec Terrebonne, mais c'est pas un choix facile là, d'aller trouver plus de 100 personnes, d'aller tirer ou piger 30, une trentaine de personnes. C'est pas un exercice facile. Mais tu sais, Chrystia Freeland, là, comment tu fais pour donner la main à la personne qui avait le couteau, là, tu sais? C'est juste, mais c'est pas juste elle, tu sais, il y a plein d'autres personnes, je pense à Mélanie Joly. Bon, M. Champagne, je l'ai toujours trouvé bon et je trouve qu'il aura toujours sa place dans le Conseil des ministres. Je comprends que c'est difficile de prendre ton ancienne ministre des Affaires étrangères et de la mettre dans le banc arrière. En termes d'image, ça aussi, ce serait perçu très négativement aussi, tu comprends? Donc, mais c'est l'expérience aussi. Veux pas. Tu sais, je veux te dire, il y a du monde là qui me parlait de Mélanie Joly, etc. Puis, bon, tu sais, on peut penser ce qu'on veut de Mélanie Joly, mais elle a un CV intéressant. Elle est ministre depuis 10 ans, puis elle a occupé des postes importants depuis 10 ans. Donc, tu sais, on peut bien dire d'elle ce qu'on veut, puis je déteste sortir cet argument-là, mais parfois cet argument est juste, mais on est souvent très sévère avec des femmes. Et tu sais, je vais te donner un exemple.
Madame Joly, on lui dit... la première question qu'on lui a dit, « Ah, vous êtes plus aux affaires étrangères, vous êtes rendu à industrie, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est innovation, science et développement économique. » Donc, dans le jargon, on dit que c'est le ministère de l'Industrie. Tu sais, on lui dit, ah, ok, donc c'est une démotion pour vous, là, parce que, tu sais, genre, c'est moindre. Oui, on classifie les ministères en termes d'importance, là. Mais oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question à monsieur François-Philippe Champagne, qui lui aussi est passé des affaires étrangères à ce ministère-là? Il n'y a personne qui lui a dit, ah, mais ça, c'est une démotion, monsieur Champagne. Ouais. Tu sais, donc, c'est pour ça que je te dis que parfois, même si j'aime pas qu'on utilise cet argument à tort à travers, il y a des gens qui abusent de cet argument, même quand il est pas fondé. Mais parfois, on est beaucoup trop sévère avec les femmes et sur ces questions-là. Puis j'ai trouvé un peu injuste là-dessus. D'autant plus que, oui, c'est vrai, George, au gouvernement fédéral canadien, si on parle de prestige, parce que d'importance, tous les ministres sont importants. Oui. Tous les ministres ont des clientèles partout dans la société et toutes ces clientèles sont importantes de manière égale. On s'entend, là. Mais en termes de prestige au gouvernement fédéral, tu as le poste de ministre des Finances qui est assurément le numéro 1 parce que, dans le fond, tu es comme numéro 2 du gouvernement après le premier ministre. Puis tu as... Tout de suite après, tu as le ministre des Affaires étrangères parce que c'est super prestigieux. Je suis d'accord qu'en termes de prestige, quand tu es à l'industrie, tu es peut-être un peu moins prestigieux que... Mais dans le contexte actuel, avec un premier ministre à ce point-là économique, avec un recentrage du PLC qui était très à gauche et là qui essaye de revenir vers le centre-droit, je pense que c'est une belle marque de confiance quand même pour Mélanie Joly. Tu sais... Non, c'est un grand défi pour elle, vu le contexte actuel, mais je pense qu'on a déjà parlé de ça avec M. Champagne quand il était là. C'est un ministère que, à l'époque, là, il était là où? Il était là au ministère, pas politiquement parlant. Non. Mais d'ailleurs, on l'invite. S'il veut venir, il sera le bienvenu. Mais on disait justement que le poste de M. Champagne, quand il était au ministère de l'Industrie, c'est un ministère qui te permet juste des bonnes nouvelles parce que ta job, c'est d'aller annoncer des investissements, soit étrangers ou canadiens, dans la société. Puis, tu sais, c'est un beau ministère d'avoir parce que tu annonces toujours des affaires positives. Dans le cas de Mélanie Joly, par exemple, avec les tarifs de Trump, mais déjà, on a eu la nouvelle de Honda qui se retire de l'Ontario parce que, ils vont aller produire aux États-Unis à cause des tarifs. Donc, ça commence déjà avec une nouvelle négative. Et je comprends, et je pense que c'est toi qui l'avais dit, pour les gens qui ne le savent pas, Salim commente sur RDI, elle envisage être peut-être un jour première ministre. Ça prend un profil plus économique. C'est un ministère qui est parfait pour ses ambitions. Je suis pas trop sûr avec le contexte actuel, qu'est-ce qu'elle va avoir devant elle et les défis. Et si elle sera en mesure de réussir, ça, on va voir. On va pas commencer à la critiquer déjà, là, mais on va voir. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus difficile, sa mission, dans ce mandat, que ça l'a été pour M. Champagne dans les précédents. Ben oui, non mais tout à fait. Ça va pas être facile. Puis je veux juste te dire aussi, ça va pas être facile de succéder à François-Philippe Champagne, qui était excellent dans ce poste-là. Ouais. Qui était excellent dans ce poste-là, ouais. qui connaissait tout le monde. Et d'ailleurs, j'entrevois même certaines difficultés à Madame Joly parce que les parties prenantes économiques, c'est-à-dire des industries, que ce soit en termes d'innovation ou de développement économique, etc. Enfin bref, tous ces gens-là, dans toutes ces industries-là, tu sais, d'habitude, tu passais par le ministre de l'Industrie pour aller faire tes demandes budgétaires, pour que le ministre de l'Industrie aille voir son collègue aux finances, pour aller chercher des choses, etc. Là, maintenant, là, c'est tout du monde que M. Champagne connaît déjà. Ils vont aller cogner à sa porte directe, là, tu sais. Ouais. Non, mais parce que, tu sais, c'est comme ça que ça va. La politique, les ministres ont leur clientèle. Mais oui, c'est des contacts. Ils ont leur réseau. Ben oui. Mais oui, mais c'est ça. Mais M. Champagne, depuis le temps qu'il a œuvré à ICED, on dit en anglais, là, mais innovation,
sciences et développement économique. Ben, depuis le temps qu'il est là-dedans, lui, il a fait tous les contacts, il les connaît déjà, il va les rencontrer. Tu sais, puis M. Champagne, là, c'est pas le ministre des Finances typique, là. Tu sais, c'est pas un Paul Martin ou un Tim Flaherty, tu sais, qui sont un peu distants, un peu froids. Non, M. Champagne, c'est le gars qui a envie de serrer des mains, c'est le gars de... C'est un vendeur, il vend ça, tu sais. Fait que, moi, je te le dis, pour Madame Joly, Madame Joly, Monsieur Champagne, à bien des égards, ils ont pas la même job aujourd'hui, mais ils vont se marcher un peu sur les pieds, ça, je te le garantis. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'aimerais passer parce que là, tu as dit il aime vendre ça, M. Champagne. Je suis pas trop sûr s'il a vendu l'affaire du budget. Non, on va y arriver. On va y revenir, mais un dernier truc sur le Conseil des ministres, parce que je t'ai dit que c'était une opération, selon moi, selon mon analyse, ma perception, quand même réussie. Mais il y a un bout que moi, j'ai moins aimé. Mais c'est mon... regarde, je sais pas ce que les gens en pensent, là, mais... Moi qui ai des secrétaires d'État, j'étais favorable à ça, je l'ai expliqué plus tôt. Mais moi, tu vois, j'aurais voulu que ce soit secrétaire d'État, aux finances, secrétaire d'État à l'environnement, secrétaire d'État, je sais pas quoi. Là, moi, des secrétaires d'État à la nature, là... Je vais juste te les nommer vite. Oui, les nommer parce que franchement, c'est un peu cucu. On a développement rural, approvisionnement en matière de défense, enfance, jeunesse, l'Agence du revenu du Canada, pour les aînés, nature, lutte contre la criminalité, développement international, sport et travail. Bon, il y a des choses, qui sont pertinentes telles qu'elles sont écrites là. Mais tu sais, je veux dire. Quand tu formes un conseil des ministres, tu veux aussi représenter des provinces. Ouais. Donc moi, par exemple, je pense qu'il y en a un, je sais plus s'il était de Terre-Neuve-Labrador ou l'île du Prince-Étoile, je me souviens plus là. Tu sais, il est secrétaire d'État, mais tu sais, les gens de la province, ils vont se poser la question, mais ok, il est secrétaire d'État là-dedans, mais en quoi ça nous représente? Tu sais, on dirait que c'est trop spécifique. Moi, je l'aurais laissé un peu plus vague, là, mais ça, c'est un peu de... pas un peu plus vague, excuse-moi. Je l'aurais accolé à un ministre direct. Ouais. Genre... Ouais. Mais là, tu reviens à ce que tu disais avant, que ça donne l'impression que le ministre, c'est ton boss direct. Ouais, mais moi, ça, je m'en fous, sérieusement. De toute manière, s'il y a quelqu'un qui pense dans les secrétaires d'État que le ministre, c'est pas leur boss, d'une certaine manière, pas boss en termes d'autorité, mais boss en termes de signature. Dans le fond, là, il n'y a pas un secrétaire d'État qui va pouvoir faire quelque chose sans la signature du ministre en titre. Là, bon, il y a des systèmes de délégation, etc. Mais fondamentalement, le boss du ministère s'appelle un ministre. Ouais. C'est ça. Ça va être intéressant, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs postes qu'on a l'impression qu'ils ont été créés juste pour qu'on nomme des, entre guillemets, ministres. On parle de Nathalie Provost, la secrétaire d'État pour la nature. Mais c'est quoi ça? Puis je sais pas. Est-ce que c'est une façon pour Carney de dire regarde, je te donne ça là, parce qu'on a besoin d'une autre ministre de Québec? Ou... Non, moi, c'est pas comme ça mon interprétation, dans le sens que regarde. En passant, là, juste une petite parenthèse, il y a une bonne représentation québécoise au Conseil des ministres. Ouais. Il y en a 7. Il y en a 11 de l'Ontario, 7 du Québec. Puis après ça, c'est juste 1 ou 2 par autre province. Là. Donc quand même, si je me trompe pas, non, un peu plus, peut-être 3 ou 4 là, par autre province. Il y a des provinces où il n'y en a qu'un seul parce qu'ils n'avaient pas le choix. Là, je pense à l'Alberta. Ouais. Mais mais attends, je vais juste te dire une affaire. Ces secrétaires d'État-là sont super pertinents. Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour moi qu'ils sont pertinents. Moi, je te dirais que c'est plus dans le marketing politique que je trouve que j'aimais pas trop l'approche. Mais encore une fois, quand tu es ministre des Finances, tu peux pas t'occuper de tout. Est-ce que tu peux avoir un collègue politicien qui siège aussi au Conseil des ministres, qui est là, à qui tu donnes une partie de la job à faire, même si toi, ultimement, t'es imputable, là, tu sais, mais politiquement, c'est toi qui portes ce fardeau-là. Parce que moi, je m'occupe d'autre chose. Ouais.
c'est correct. Moi, je vois pas de problème à ça. Au contraire, c'est comme si tu faisais en sorte. C'est comme si tu faisais en sorte que il n'y a pas de dossier qui tombe dans les cracks. Parce que tout est important. Mais quand t'en as trop, politiquement, tu peux pas. Le Canada, c'est quand même un trop gros pays. Ouais. Alors par exemple, Madame Provost, secrétaire d'État à la Nature, je suis convaincu elle va être super pertinente, qu'elle va faire le bon travail qui est attendu d'elle, etc. Mais quand moi j'entends secrétaire d'État à la Nature, je suis politisé, là. J'ai aucune idée de c'est quoi, là, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, autre chose, là, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y avait un secrétaire d'État aux aînés, je crois. Ouais, aux aînés. Bon, alors encore une fois, c'est super important, mais attention, les aînés, souvent, c'est aussi un portefeuille plus provincial. Ouais. Alors, c'est quoi au juste que tu vas chercher là? Tu sais... Bref, en tout cas, moi, il y avait quelques affaires. Tu sais, un truc à l'approvisionnement de la défense. Ouais. Bah, tu sais, je veux dire, OK, l'approvisionnement, parce que oui, tu vas avoir un dossier où tu dois aller acheter de l'armement, des choses comme ça. Tu sais, surtout pour un gouvernement qui a dit qu'il allait réinvestir dans ses forces armées. Est-ce que tu as besoin un secrétaire? Je comprends, je suis d'accord avec toi à 100%. Là, on a un ministre de la Défense, puis normalement, toute la question de l'approvisionnement, puis tout ça fait partie. Ça fait partie de la job. Mais c'est dans la machine. Là, c'est les fonctionnaires qui s'occupent de ça normalement. Là. Non, mais évidemment, mais il y a quand même... Alors... Oui, mais dans tout le gouvernement, il y a des fonctionnaires qui s'occupent de ça. Oui, mais spécifiquement à l'approvisionnement. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'ils veulent mettre une touche politique à ça. Mais sincèrement, pour moi, là, si j'étais ministre de la Défense, tu m'enlèves l'approvisionnement au moment où on me demande d'augmenter mes investissements dans les forces armées. Notamment pour aller rejoindre le 2% exigé par l'OTAN là, et sous la pression américaine. Ben moi, si j'étais ministre de la Défense puis que le Premier ministre nomme un secrétaire d'État à l'approvisionnement, je vais me dire, ouais, mais là, c'est parce que ça fait partie de toute une stratégie, là, tu comprends? Bon, ben là, est-ce qu'ils vont être deux à travailler là-dedans? Tu sais, parce qu'il n'y a pas de ministre de la Défense qui est pas militaire, là, non plus, là, il va pas faire des stratégies... tu sais, je sais pas. Ou alors, regarde, je suis un peu... Regarde, je donne la chance au coureur. Je dis là, je donne la chance au coureur. C'est-à-dire, de mon point de vue de citoyen, je donne la chance au coureur dans le sens que je veux pas dire que ça sert à rien. Je suis convaincu que ça sert à quelque chose. Mais je crois que ça vaut la peine que ce soit mieux expliqué. Et tu sais, il y a un seul endroit où on va mieux le comprendre. Quand un ministre est nommé, normalement, le premier ministre lui envoie ce qu'on appelle sa lettre mandat. Ouais. Et c'est dans sa lettre mandat qu'on lui dit, grosso modo, quels sont ses objectifs à atteindre et quelles sont les priorités sur lesquelles il doit mettre ses efforts. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'on peut passer à l'autre sujet. On a passé autant... Oui, mais c'est ça. On va revenir à ce que tu disais de M. Champagne, que c'est un bon vendeur, etc. Puis la première question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'on va avoir un budget bientôt? Normalement, pour ceux qui nous écoutent, traditionnellement, l'année fiscale financière du Canada, elle termine le mois de mars. La nouvelle commence au début d'avril. Et vers la fin de l'année, à 5, 6, 7 mois du dépôt du budget, il y a toujours une mise à jour économique, juste pour donner un peu un update là, de qu'est-ce qu'il y en est avec le budget. Et l'année termine au mois de mars prochain. Évidemment, cette année, on était en milieu d'élection, il n'y a pas eu de budget, mais on s'entend toujours qu'avec un nouveau gouvernement, qu'il y a un nouveau budget qui arrive, Monsieur Champagne, c'était drôle parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça de Monsieur Champagne qui répète toujours ce qu'on appelle la cassette. Il est bon à communiquer, il explique bien, il peut défendre ses positions, mais moi, je l'écoutais en conférence dans le Scrum, là. C'était la même chose. Hein? C'était, non, on a un plan, on va réduire en premier les impôts, puis il y aura une mise à jour plus tard vers l'année, puis on va faire les choses dans l'ordre, puis il répétait toujours la même chose, puis bravo pour lui, là, c'est un politicien, des fois c'est ça qu'il faut faire, mais
je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, ça n'a pas d'allure qu'il n'y ait pas de budget. Tu sors d'une élection où tu as fait des grandes promesses, t'avais une plateforme quand même assez généreuse. Comme tu as dit, il y a des investissements majeurs qui arrivent. Mais comment ça va se passer si c'est le Parlement qui n'approuve pas ces dépenses-là? Comment tu vas faire? Écoute, Puis, une dernière chose. Ouais. Bon, la mise à jour économique que tu vas faire en automne, ça va être une mise à jour à quoi exactement? À un budget qui n'existe pas? Tu fais la mise à jour de quoi? T'as rien déposé? Non, mais la mise à jour économique d'une manière générale, mais effectivement. Écoute, je vais t'avouer que celle-là, moi, je ne l'ai pas compris. Et tu faisais référence au fait que je commentais à l'occasion la politique et l'actualité à RDI. Puis j'étais à Radio-Canada quand j'ai vu ça. Ouais. Et là, j'étais comme, oups, je pense qu'on va parler de ça, c'est sûr. Puis effectivement, c'était un des sujets retenus. Et, tu sais, moi, dans ma nature, George, tant dans la vie personnelle que professionnelle, je suis quelqu'un qui donne toujours sa chance à quelqu'un en me disant, il doit y avoir une raison, une bonne raison, tu sais. Il y a forcément une raison, mais elle n'est pas toujours bonne. Et parfois, on ne le sait pas. Et si on ne le sait pas, puis c'est pas clair, c'est que c'est pas nécessairement une bonne raison. Puis là, moi, j'étais comme, ben voyons donc, ben, je la vois pas, cette bonne raison. Et sincèrement, là, au budget l'année passée, on nous avait dit en fait, on n'avait pas encore les chiffres de à combien s'élevait le déficit. Puis c'est la vérificatrice générale qui, au mois de septembre, nous a dit « Oh, on est à 62 milliards de déficit, c'est-à-dire 22 milliards de plus que prévu, parce qu'il était prévu 40 milliards. Ouais. » Puis là, évidemment, ben, ça n'allait pas bien, etc. Là, puis on arrive à l'automne. Puis à l'automne, on nous dit qu'il allait y avoir une mise à jour économique. Normalement, c'est au mois de novembre, début novembre maximum. Là, c'est souvent comme ça. Là, ça n'arrive pas. Mais attention, là, on a vite annoncé qu'on allait suspendre la TPS jusqu'à la Saint-Valentin. Ouais. Fait qu'on a tous acheté nos sapins de Noël sans payer la TPS. C'était des revenus en moins. Puis là, on était déjà dans un déficit anticipé de 8 milliards de plus que prévu. C'est-à-dire l'anticipation de l'anticipation là, était déjà de 8 milliards de plus. Et on se disait, ben tabarouette, si à mi-année, on est à 8-10 milliards de plus, c'est sûr qu'on va en refaire un autre déficit à 60 milliards. On ne va pas le savoir parce qu'il n'y a pas de budget qui a été déposé. Ben donc, oui. on ne sait pas quel est le déficit de l'année qui a fini le 31 mars. On ne le sait pas. Puis, on ne le sait pas quel est le déficit anticipé pour l'année qui a commencé le 1er avril et qui va finir le 31 mars 26. Exact. On ne le sait pas. Alors donc pour un gouvernement économique, puis j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit économique, j'ai aucun doute que M. Carney est un excellent économiste et un excellent financier, puis il a déjà été sous-ministre associé aux finances, il connaît très très bien ça, il a été bien sûr dans 2 banques centrales, il connaît très très bien ça, mais justement, puis là c'est notre ami Rodolphe, j'ai vu. Je la lui pique celle-là. Ouais. Bon, Rodolphe est conservateur, donc c'est correct, il a tout à fait raison. Mais j'ai rien contre ça. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a une raison supplémentaire vis-à-vis par rapport à moi de critiquer la décision. Ouais. C'est que lui, il est dans un truc partisan. Moi, je suis orphelin. Donc, mais lui, il est conservateur. Mais sa ligne est bonne. Il te dit, là, on a un banquier qui nous dit on n'a pas besoin de budget pour la première année. T'sais. Moi, j'ai adoré l'allusion qu'il a faite que, tu sais, quand tu vas à la banque pour avoir un prêt, tu viens t'acheter une maison ou une voiture ou whatever, la première chose qu'on te demande, c'est donne-moi tes états financiers, je veux tes rapports d'impôts de 2 ans. Ouais.
Là, le pays, on s'en fout de notre situation financière. Vous allez avoir une mise à jour en fin de l'année, là, puis c'est tout. Je veux pas aller aussi loin que ça, parce que moi, je pense pas que ce soit M. Carney ou que ce soit M. Champagne ou d'autres personnes, au profil économique autour de la table. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui s'en foute de là où ce que ça s'en va avec les finances publiques. Je ne pense pas. Moi, je pense il doit y avoir une explication, et l'explication, ils sont pas prêts à la donner. Ce qui explique, quand tu parles de la cassette, là, monsieur Champagne qui répétait, c'est que il doit y avoir une explication, et cette explication-là, ils veulent pas la donner. Mais dans la perception, Salim, ça a l'air qu'ils veulent juste simplement pas discuter de déficit. Donc, on met ça de côté. Une excellente stratégie de ne pas parler de déficit, surtout quand on veut que les gens se concentrent sur les autres défis, Trump, notre développement, etc., les nouveaux marchés. Ben, tout simplement, on va pas déposer de budget, puis on va pas donner des lignes aux médias à nous critiquer. Oui, mais c'est la meilleure manière effectivement, de dépenser un peu plus. Je sais pas si c'est ça la volonté, mais de dépenser sans dire on a dépassé ce qu'on s'était fixé comme Mais truc. Salim, en termes de système parlementaire où tu dois faire tout approuver en chambre, comment est-ce que les groupes d'opposition vont voter en faveur ou non avec les propositions du gouvernement s'ils n'ont pas un plan budgétaire? Comment tu veux que les... Comment ça va marcher? Alors, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que dans notre système, normalement, tu dois arriver avec un budget. Je te dis pas, regarde, oui, est-ce qu'il y a des cas exceptionnels, très particuliers, où tu déposes pas de budget? Ça a été le cas, par exemple, pendant la pandémie. Tu sais, on n'avait jamais vu ça. Écoute, on s'est enfermé chez nous. Tu sais, on peut bien dire que c'était pas mal exceptionnel comme situation, etc. Mais... honnêtement, on n'est pas dans la COVID. Puis oui, je comprends l'incertitude par rapport à Trump. Honnêtement, moi, je vis un peu de cette anxiété-là parce que, tu sais, évidemment, je veux que notre économie continue de rouler pour qu'on continue de bien vivre et d'améliorer la vie de ceux qui ont besoin qu'elle soit améliorée, etc. Tu sais, donc, je le comprends. Oui, moi aussi, je suis stressé, comme la majorité des Canadiens, par rapport à ce qui se passe avec notre voisin du Sud. Mais il reste que, sincèrement, un budget, moi, je pense que c'était nécessaire. Puis, sais-tu quoi, là? Le gars, tu sais, je l'ai souvent dit sur ce podcast, il y a des gens qui peuvent considérer que je suis un Red Tory ou un Blue Liberal, mais tu sais, là où les deux se rejoignent, c'est que fiscalement parlant, je suis pour... la responsabilité fiscale et budgétaire. Tu sais, je suis assez... Et sincèrement, moi, ça m'aurait rassuré. Moi, personnellement, ça m'aurait rassuré que le gouvernement arrive avec un budget, même si c'est un peu tardif. Admettons qu'il l'aurait fait au mois de juin. C'est correct. Mais c'est normal. OK, c'est un nouveau gouvernement. On te donne le chance de t'ajuster, de rentrer. Prends 2-3 mois. Carlos Letao l'a fait en 2014. Ouais. Tu sais, je te rappelle qu'il y a eu une élection en 2014, le 7 avril 2014. Carlos Letao est arrivé avec un budget à la fin du mois de mai ou début du mois de juin, je me souviens plus. Bref, mais... Tu sais, c'est parce que... Et puis, on était aussi un peu en situation de crise à l'époque. Là, c'était pas la même... C'est pas le même genre de crise, on s'entend. C'était pas la même ampleur, mais quand même, on voyait qu'on s'en allait droit dans le mur. Les agences de cotation étaient en train de nous menacer de baisser la cote de crédit du Québec. Tu sais, donc, c'était quand même... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça aurait été super, super important de l'avoir. Je t'avoue que je suis un petit peu déçu qu'il n'y en ait pas. Mais on dira pas jamais non plus parce que moi, je pense qu'avec toute la pression, je sais pas s'ils auront autre choix que de déposer un budget. Ils le déposeront pas. Honnêtement, moi je pense qu'ils tablent sur le fait qu'on va en parler pendant une semaine, peut-être 10 jours. Puis après ça, il va y avoir un discours du trône. Puis après ça, on va rentrer dans la poutine de tous les jours. Puis il va y avoir des politiques qui vont commencer à se décliner, etc. Puis les médias, les observateurs, etc. n'en parleront plus jusqu'à l'automne où il va y avoir une mise à jour. Et avant la mise à jour de l'automne, en fin septembre habituellement, début octobre, on va avoir les chiffres de la vérificatrice générale et du truc du budget, directeur parlementaire du budget, qui vont nous donner une idée de où est-ce qu'on en est dans nos dépenses, à tout le moins au 31
mars dernier, là, minimalement. Et probablement qu'ils vont, pour les premiers mois de l'année, ils vont nous dire où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est ça qui est d'ailleurs un peu bizarre parce qu'ils vont quand même être imputables de ça. Et tu sais, puis à l'automne, ils vont arriver avec une mise à jour économique qu'on appelle aussi, dans le jargon, un mini-budget. Mais un mini-budget qui va être plus grand qu'un mini. Donc, dans le fond, il va être entre un mini et un vrai. Tu sais, je sais pas. Ça fait pas de sens pour moi. Puis, tu sais, je reviens toujours à mon argument. Comment tu vas faire pour passer des affaires dans le Parlement? Comment tu peux avoir des attentes envers tes collègues en opposition de t'appuyer ou non sans avoir un budget. Puis ça m'amène à un autre point parce qu'on a vu à 2 reprises M. Carney signer des décrets ou des ordres. On l'a vu aussitôt qu'il est devenu premier ministre et a retiré la taxe carbone. Tout de suite après l'assermentation du Conseil des ministres, il a signé un autre décret qu'on baisse les taxes. Moi, j'avais jamais vu ça. Puis j'ai fait une petite recherche. Puis dans notre système parlementaire, tu peux pas faire ça. Ça marche pas. C'est quoi ça? C'est pour le show que voici, je signe, je déclare qu'on va baisser les impôts parce que on peut pas faire ça. Il y a une façon parlementaire, j'ai oublié le terme, excuse-moi, c'est un terme un peu technique parlementaire d'Ottawa. Moi, je n'ai pas travaillé au Parlement d'Ottawa, donc je n'ai pas nécessairement tout le langage. Mais oui, il y a une façon de faire passer ça au Parlement autrement que dans un budget. Moi, là, ça avec quoi je n'étais pas d'accord dans ce que M. Champagne disait, respectueusement, c'est quand il disait on va faire ça dans l'ordre, baisse d'impôts, discours du trône, mise à jour économique. Je ne suis pas d'accord. Parce que normalement, dans ton budget, tu peux l'annoncer ta baisse d'impôts. Donc, exact. Mais bon, moi, je pense que c'est que quand ils ont décidé qu'ils ne feront pas de budget puis que le mini-budget arriverait plus tard dans l'année, là, probablement au mois de novembre, quand ils ont pris cette décision-là, ils se sont dit « Ouais, mais on ne peut pas ne pas offrir les baisses d'impôts qu'on a promis en campagne électorale. OK, mais you know what? Annonçons ça tout de suite, faisons ça tout de suite et on va laisser le reste pour plus tard. » C'est probablement la décision qu'ils ont eue. Moi, j'ai eu une indiscrétion, par contre, George. Puis celle-là, je ne l'ai pas entendue dans les médias. Donc, peut-être que, politiquement parlant, on va être le premier à en parler. Vas-y. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'il y avait stratégiquement une raison pour laquelle ils ne déposaient pas de budget maintenant. C'est parce que pour les baisses d'impôts, ils peuvent pas ne pas avoir l'appui des conservateurs, parce que les conservateurs ont aussi proposé des baisses d'impôts plus généreuses, mais les conservateurs vont jamais voter contre une baisse d'impôts. Ouais. Mais ils voulaient pas avoir les 7 députés du NPD contre eux, parce que, paraîtrait-il, et je parle vraiment au conditionnel, parce que pas conditionnel, mais en tout cas, tu as compris. Là. On chercherait encore une majorité, c'est-à-dire d'aller chercher des députés qui traverseraient la Chambre. Je serais très surpris qu'ils soient conservateurs, même si c'est pas impossible, ça c'est déjà vu. Surtout que des conservateurs qui vont aimer Carney parce que Carney est un peu conservateur économiquement, ça se peut qu'ils aillent chercher là-dedans. C'est pas sûr. J'ai du mal à y croire, ça, ce bout-là, mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible aussi qu'il y en ait un ou deux du côté NPD qui pourrait être un peu libéral sur les bords et qui se dirait, bon, ouais, regarde, peut-être que je pourrais traverser. Peut-être pas les plus à gauche d'entre eux, mais disons des NPD. Tu sais, NPD dans l'Ouest et dans les prairies, là, parfois c'est des faux NPD. Là. Ouais. C'est des libéraux, mais qui peuvent pas se présenter contre des libéraux comme des libéraux, sinon ils perdraient. Hein, mais regardons les chiffres, parce que là, on a parlé de Terrebonne, et c'est drôle parce que, tu sais, il y a 2 semaines, on parlait justement du fait que
on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, les résultats sont pas terminés. Il y a plusieurs comtés où il va y avoir des contestations, des recomptages. Bon, on arrive à Terrebonne où finalement, après un recomptage judiciaire, les libéraux l'ont gagné par un vote. Tu sais, quand tu parles des gens et tu leur dis votez, chaque vote compte, ben c'est ça qu'on, tu sais, Madame Tatiana Auguste là, qui, tu sais, pour un vote. Mais là, c'est pas fini. Il paraît qu'il y a toute une affaire en arrière-scène, des votes qui auraient été pas comptabilisés, etc. En tout cas, on verra parce que ça peut toujours retourner en cours cette histoire-là. Mais juste pour revenir aux chiffres que tu parlais. Avec Terrebonne, les libéraux sont à 170, c'est ça? Oui, exactement. Exact. Donc, il leur en manque 2 pour faire la majorité. Et toi, tu dis qu'ils pourraient aller chercher soit des députés conservateurs plus au centre ou des députés du NPD plus à droite pour traverser la Chambre. Ça, Salim, je vais dire une affaire, là. Regarde, libre à eux de faire ce qu'ils veulent, là, c'est leur choix. Mais je trouve qu'il y a une trahison. Tu sais, surtout à quelques jours après les élections, quand tes concitoyens t'ont voté parce que tu étais sous la bannière, soit du NPD ou des conservateurs, puis toi, tu te dis un mois après, je m'en fous, je traverse la Chambre. Je trouve que c'est une trahison des gens qui t'ont élu à cause de la bannière conservatrice. Et on t'a pas élu pour aller en chambre, puis tout à coup, virer de bord, puis changer d'équipe, comme on dit. Puis encore là, regarde, ça se fait, c'est légal, il n'y a rien d'illégal là-dedans de le faire. C'est juste que je trouve que tu trahis tes électeurs. Alors, écoute, tu as raison. T'as raison parce que normalement, si tu te fais élire sous une bannière, les gens... oui, il y a des gens qui ont voté pour toi, mais il y a la majorité des gens aujourd'hui votent pour un parti parce qu'effectivement, là, tu sais, sur la rive sud de Montréal, il y a des gens qui étaient aussi inconnus dans le comté de Longueuil-Saint-Hubert. C'est un inconnu qui s'était fait élire. Puis, à mon avis, n'importe qui se serait fait élire, qui se serait présenté pour le Parti libéral du Canada aurait gagné. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui ont voté Carney, qui ont voté PLC, mais ils n'avaient aucune idée de c'était qui ce candidat-là. Ouais. Donc, forcément, un gars comme lui, si, admettons, il devait traverser pour aller vers un autre parti, bon, ça n'arrivera pas parce que son parti est au pouvoir, mais si ça arrivait, ben forcément, ce qui se passerait, c'est que les gens se diraient, ben là, c'est parce que nous, on a voté pour le PLC et pas pour cet inconnu-là, tu comprends? C'est vrai, mais notre système est fait de manière à ce que c'est la personne qui est élue, c'est pas le parti. Ouais. Et que cette personne-là peut sortir d'un caucus, peut se faire mettre dehors d'un caucus, peut changer de caucus, donc c'est-à-dire carrément changer de parti, donc avoir une autre couleur. Je vais te dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'antidémocratique là-dedans. Mais en même temps, que ça puisse exister dans notre système, c'est pas complètement illégitime parce que la personne est là pour représenter les intérêts de ses citoyens, puis s'il considère que l'intérêt de ses citoyens, c'est qu'il aille dans un autre caucus, dans un autre parti, il a la légitimité parlementaire de le faire. Ouais. Puis si les gens sont pas d'accord avec lui, puis sont pas contents du move qu'il a fait, eh ben, aux prochaines élections, ils sont pas obligés de voter pour lui. Exact. C'est ça qui se passe. Mais tu sais, je vais te dire, il y en a d'autres. Hein, tu sais, je te rappelle que Lucien Bouchard avait traversé la Chambre, lui, pour créer carrément un autre parti, en plus souverainiste. Ouais. Puis Jean Lapierre l'avait suivi du Parti libéral du Canada à l'époque, qui est passé là. Puis d'autres, hein, je les ai pas tous en tête. Plamondon. Louis ou Luc? Non, Louis Plamondon. Ouais. Mais le doyen. Le doyen, ouais. C'est ça. Non, Luc Plamondon. Je pense que c'est Louis Plamondon. Luc Plamondon, c'est un artiste. Voilà. OK. mais bref. Qu'importe. Mais quoique lui, ça se peut qu'il était toujours souverainiste, mais parce qu'il s'est fait élire en 93. Mais anyway, peu importe. Je veux pas dire de bêtises. Non, lui était élu avec Brian Mulroney. Avec les conservateurs. Ouais. OK. Bon, anyway. En tout cas. Donc, c'est ça. Et donc bon, en tout cas, c'est pas complètement illégitime.
Mais bon, en tout cas, ça fait, je pense, le bon lien avec Terrebonne. Je pense qu'on voulait rapidement parler de Terrebonne. Ouais. Donc, tu l'as dit, une juge, après un dépouillement judiciaire, a donné la victoire finale et définitive au Parti libéral du Canada, d'une seule voix. Il se trouve qu'il y a une dame, son vote n'a pas été comptabilisé, son vote pour le Bloc, selon ce qu'elle dit, n'a pas été comptabilisé parce qu'il lui a été retourné par la poste, parce qu'il n'y avait pas le bon code postal, sauf que le code postal, c'est pas elle qui l'a écrit. Mais non, c'est déjà marqué sur l'enveloppe de retour. C'était marqué sur l'enveloppe de retour fournie par Élections Canada. Donc, c'est une erreur de... Ça se peut-tu, cette affaire-là, Salim? Oh, bah c'est pee-wee, là, tu sais, on s'entend. Puis apparemment, ça serait pas la seule. On parle de 4 ou 5. Parce que le Bloc, je pense hier, avec M. Blanchet, il a fait une conférence de presse. Il aurait mentionné 4, 5 ou 6 autres cas similaires. Oui, non, effectivement. Mais c'est ridicule. mais attention, hein, ces autres voilà potentiels. Oui, on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. On sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et puis en passant, je vais juste te dire, même le vote de cette dame-là, en passant, elle dit qu'elle a voté pour le Bloc. OK, on s'entend là. OK, moi je la crois 100%, je vois pas pourquoi elle mentirait. Son enveloppe, elle l'a encore en main, elle l'a pas ouverte parce que tu sais qu'une fois qu'elle est ouverte, tu sais, on peut dire que je sais pas moi, il y a eu une tricherie quelconque là, tu sais qu'elle l'a faite après, peu importe quoi. Mais on ne sait pas, ce vote-là pourrait être rejeté parce que, tu sais, ça se peut. Tu sais, parce qu'il y a des gens, parfois, ils cochent pas bien leur truc, là, tu sais. Ils dessinent, ils écrivent quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a un doute sur toute cette affaire-là. Oui, non, mais exactement, il y a un doute. Puis, voyons, Élections Canada a reconnu son erreur. Puis là, le Bloc s'en va devant les tribunaux pour essayer de régler ça. Bon, tu sais, je vais te dire... Moi, j'essaierai pas d'interpréter le côté judiciaire là, de la chose. Là. Il y a des avocats pour ça, puis on en entendra parler. Mais juste pour être précis, Salim, la contestation que le Bloc veut faire, c'est de potentiellement refaire toute l'élection dans ce comté-là. Ben oui, parce qu'ils te disent, normalement, si tu es à égalité, ben tu dois refaire l'élection. Mais là, moi, je te dis, Élections Canada... Et j'aime pas frapper sur nos institutions. Puis Élections Canada a fait une énorme bourde. Je veux pas les dédouaner de ça. C'est une énorme bourde. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, c'est un organisme sérieux quand même. Là. Je veux dire, c'est pas... on n'est pas dans je ne sais quelle dictature d'Afrique ou d'ailleurs dans le monde. Là. Excusez, africain, là, j'ai des origines africaines. Fait que, je veux dire, on va pas m'accuser de je sais pas quoi. Mais bref, alors, ce que j'essaye de dire par là, c'est que oui, on a un problème de légitimité aujourd'hui. Quelle que soit la personne qui va être députée, que ce soit la députée sortante du Bloc qui s'accroche à sa job, ou que ce soit cette candidate libérale à qui on a accordé la victoire après un décompte judiciaire. Maintenant, il y a juste un truc. Ce qui est plate là-dedans, c'est que Élections Canada vient de faire... En fait, tu fais une victime, peu importe ce que tu fais. Parce que si tu valides la victoire libérale, tu fais de la candidate bloquiste une victime parce que techniquement, ça aurait pu être une égalité, ou en tout cas, l'élection est pas claire, est pas correcte, et donc... OK. Mais à l'inverse, si tu refais l'élection, moi, je te l'assure, à 99%, je t'assure que le Bloc va la remporter, et pas d'une voix. À cause de toute la tension entourant la situation, tu veux dire? Oui, mais pas... Oui, ça va compter beaucoup, mais pas seulement. Parce que George, lorsque les gens sont allés voter à Terrebonne pour la première fois aussi massivement pour un candidat ou une candidate, là en l'occurrence, du Parti libéral du Canada, c'est parce que les gens voulaient s'assurer d'avoir Mark Carney comme premier ministre. En fait, ils ont plus voté Carney que Tatiana... Auguste. Tu sais, là, aujourd'hui, on connaît les résultats. C'est M. Carney qui est premier ministre du Canada. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, vont se dire « J'irai pas voter, ça sert à rien ».
Ou, à l'inverse, vont se dire, bon, ben, regarde, moi, j'avais l'habitude de voter Bloc anyway, fait que, tu sais, la première fois, j'ai voté pour Tatiana Auguste, mais cette fois-ci, je vais voter pour la... Tu sais, donc, qu'ils gardent les choses comme ça, c'est pas bon, mais qu'ils reprennent l'élection, c'est pas bon non plus. En fait, Élections Canada est responsable de la perte d'un comté pour peu importe qui va être là. Mais en même temps, là, puis ça, c'est le point d'interrogation que moi j'ai, est-ce qu'un tribunal peut décider de refaire une élection ou c'est le choix du premier ministre du Canada d'appeler une élection? Écoute, non, c'est pas le choix du premier ministre. Le premier ministre, c'est l'exécutif. En démocratie, exécutif, législatif, judiciaire doivent rester loin. Donc, si le tribunal lui dit qu'il faut refaire l'élection, M. Carney doit lancer une élection. Ah, mais c'est pas M. Carney qui va la relancer, c'est Élections Canada, qui est un organisme indépendant. Non, M. Carney, la seule chose qu'il a à faire, c'est quand il y a une partielle quelque part, qu'il déclenche la partielle. Okay. Donc, admettons, le monsieur Albertin, là, le député Albertin qui va céder son siège à Poilièvre. Alors, là, c'est une circonscription vacante. Or là, la circonscription, elle n'est pas vacante. La circonscription, il n'y a juste pas de résultat en raison d'une erreur. Okay. Alors, Élections Canada a dit qu'il gardait les résultats tels quels, c'est-à-dire Tatiana Auguste avec une voix de plus. Mais le Bloc, il dit non, moi je vais contester ça pour que le juge force Élections Canada à refaire l'élection. Okay. C'est ça l'effort juridique que va faire mais c'est pas monsieur Carney de si le jour où l'exécutif commence à se mêler de comment sont organisées les élections au Canada, là on tombe dans les républiques de bananes là, tu sais. Dernier sujet, je crois. Oui, on va parler. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine, un sondage léger, qui a donné un peu espoir aux forces libérales. Et péquistes, ils sont quand même devant. Péquistes aussi, évidemment, mais ça, il n'y a rien de nouveau. Les péquistes étaient déjà les premiers dans les sondages. Mais une terrible nouvelle pour la CAQ qui ne peut pas voir, même pas un gilet de sauvetage. Là, on continue à couler. Ben, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. Moi, honnêtement, là, à qui profite ce sondage-là? Je le vois pas vraiment. Est-ce que c'est aux péquistes? Est-ce que c'est aux libéraux? Sincèrement, j'ai pas la réponse. C'est sûr que les péquistes sont devant, donc ils peuvent pas se plaindre. C'est une position enviable. Les libéraux n'ont pas de chef et ils sont à 21% devant la CAQ. C'est quand même pas si pire. Mais l'information, c'est que la CAQ n'a jamais été aussi basse dans les sondages depuis 2014. Ça fait 11 ans. La dernière fois que la CAQ était aussi basse dans les sondages, c'était en 2014, il y a 11 ans. C'est surtout ça, moi, l'information. Et l'autre information, c'est c'est à quel point le gouvernement Legault est impopulaire. Ouais. Je pense qu'il y a 63% de... 61% de gens défavorables. C'est quand même presque 2/3 de la population qui veut plus du gouvernement. Oui, mais en même temps, j'ai juste te dire un truc. Tu sais, quand tu es au gouvernement, c'est comme ça. Tu te souviens, on a déjà été avec le PLQ quand il était au pouvoir. Là, je veux dire, à un moment donné, gouverner, tu peux pas être tout le temps populaire quand tu gouvernes. C'est pas possible. Je pense que l'avantage à cette époque-là, Salim, c'est qu'il n'y avait pas un troisième parti crédible pour soit diviser le vote ou autre chose. Alors que maintenant, pour M. Legault, les chances de passer d'un deuxième à un troisième mandat, ça va être difficile, surtout si. Puis, notre ami Éric Duhem qui se présente dans Arthabasca, si lui, il réussit à se faire élire et qu'il rentre en chambre, mais ça va donner pas mal de vent dans les voiles des conservateurs. Donc, ça, c'est encore plus d'options pour les gens. Donc, ça va être difficile pour la CAQ d'aller gagner un troisième mandat. Évidemment, c'est encore tôt. Là, on a vu des changements se faire quand même assez rapidement. On vient juste d'en vivre un. Donc, on ne sait pas. On peut jamais prédire, là, prévoir ce qui va arriver, mais je vois ça très difficilement. Ben, écoute, de toute façon, c'est sûr que l'avenir va nous le dire, mais au moment où on se parle, le sondage, la seule chose que je retiens du sondage... En fait, il y a deux choses que je retiens du sondage. La première chose, c'est que la CAQ est effectivement dans le trouble.
On va voir s'ils vont être en mesure de remonter ça d'une manière ou d'une autre, soit pour des élections hâtives, c'est-à-dire qui auraient lieu dès cet automne, soit par un changement de chef, si, admettons, M. Legault, dans sa dernière année, décide de tirer sa révérence, qui semble pas être le cas, il a dit l'inverse encore récemment, soit parce qu'il y a un événement quelconque qui va changer la donne, je le sais pas, on verra. Mais la première chose, c'est que la CAQ, le sondage n'est pas bon pour la CAQ. La deuxième chose, le deuxième enseignement de ce sondage, on l'a déjà dit dans le passé, je continue de le dire, je continue de le croire, les Québécois semblent être en train de magasiner autre chose que la CAQ. Ouais. C'est pas clair qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le PQ? Enfin, en ce moment, oui, c'est assez clair que le PQ est devant depuis plus de 18 mois maintenant. Mais quand je dis c'est pas clair, dans le sens que il y a eu aussi l'autre partie du sondage qui dit que, advenant le cas que Pablo Rodriguez gagne la chefferie du Parti libéral du Québec, le PLQ pourrait passer devant le PQ. Le PLQ passerait devant le PQ d'un point, mais c'est un point, c'est la marge d'erreur. Donc, en tout cas, il serait nez à nez avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, ça veut dire qu'il serait compétitif. Tu sais, donc, tu sais, quand tu vois tout, avec la souveraineté qui est à 32%, donc qui a rebaissé encore, tu sais, parce qu'elle avait baissé jusqu'à 28%, il y a 29% il y a quelques semaines de ça avec les affaires de Trump, remonté à son niveau normal, rebaissé encore. Moi, je pense que c'est plus bas que ça encore, mais anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, quand tu prends tout ce sondage-là, ça veut dire une chose. Les Québécois se magasinent un nouveau gouvernement pour 2026, on ne sait pas lequel c'est. Maintenant, est-ce que ça va être le PQ qui va savoir saisir l'opportunité et savoir rester devant, parce que c'est une course, c'est comme un demi-fond, là, c'est comme un marathon dans le fond. Ouais. Si tu commences premier, assure-toi que tu as du stamina, là, que tu as de l'énergie là, pour arriver jusqu'à la fin. De l'endurance, c'est ça le mot, d'avoir de l'endurance pour arriver premier jusqu'à la fin. Et puis le PLQ, à lui de voir comment il peut jouer ses cartes aussi pour avancer. Honnêtement, ça va être super intéressant de suivre la politique québécoise dans la prochaine année et demie. Oui, je suis d'accord avec toi, et surtout auprès du Parti libéral du Québec, évidemment, c'est leur course à la chefferie. Puis je pense que je t'ai envoyé un petit message, parce qu'aussitôt que ce sondage-là est sorti, c'est toutes les fans de Pablo Rodriguez, tous les supporters, ils sont partis dans les réseaux sociaux. Ouais, vas-y. Puis c'est correct, je comprends. Là, vous faites la promotion des bonnes nouvelles. Mais en même temps, quand on voit que plus de la moitié des électeurs du Parti libéral du Québec n'ont pas encore fait leur choix sur la question du leader, je ferai attention, là, parce que... Et c'est drôle parce que je compare ça avec la course à la chefferie du PQ. Et jusqu'à la fin, il y avait Guy Nantel qui était sur le sommet des sondages là, du PQ, puis finalement, c'est pas lui qui a gagné, c'est pas Saint-Pierre Plamondon. Ouais, mais attends, on va s'entendre là. Guy Nantel, oui, parce qu'il y avait une espèce de popularité d'humoriste, un rigolo. Bon, moi, je le trouve pas très drôle. Pablo a la même type de notoriété, il est connu, il est populaire. Non, c'est pas le même type de notoriété. Non, excuse-moi, là, Pablo, il est connu pour être un politicien, d'avoir été ministre, d'avoir été député. Mais c'est ça que je dis. Il y a une popularité derrière son nom qui fait en sorte que peut-être les gens voient en lui le potentiel. Peut-être. Ah non, mais je t'ai pas dit que Pablo Rodriguez avait gagné d'avance. Je suis juste en train de te dire, ouais, tu sais, la comparaison avec Guy Nantel, je ferai attention à ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... pour moi, c'est un peu... Ouais. C'est pas le même genre de notoriété, puis c'est ça. Puis c'est pas le même genre non plus c'est pas le même genre d'électorat, l'électorat libéral et l'électorat péquiste, puis c'est pas le même genre de membres non plus. Donc, anyway, comme tu as dit, ça va être intéressant de voir un peu les choses se développer d'ici le mois de juin où il y aura l'élection du nouveau chef du Parti libéral du Québec, et par la suite de voir comment la dynamique politique au Québec va prendre forme jusqu'aux élections l'année prochaine. On va mettre un point là-dessus. Les amis, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Appuyez-nous. Allez nous retrouver sur les plateformes audio et sur les réseaux sociaux. Partagez si vous aimez. Donnez-nous les petites étoiles sur les plateformes audio, Spotify et Apple Podcast. Grand merci à vous. On vous voit encore la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ciao, bye.